En hypnose, est-ce que aborder la sexualité, c'est quelque chose de plus difficile que notre thème? Alors, tout dépend parce qu'il y a des patients qui viennent spécifiquement pour les troubles de la sexualité. Alors là, effectivement, c'est plutôt facile. La seule difficulté qui pourrait exister, c'est d'être raccord avec le patient, par exemple dans les termes qu'il va employer, puisqu'on sait bien qu'en hypnose, on utilise les mots du patient et que parfois chacun a sa représentation et les représentations qui nous sont propres ne sont pas forcément celles du patient et qu'il faut s'adapter à eux sans aucun jugement, et ce qui peut de temps en temps provoquer une petite distance qu'on essaye de réduire le plus possible. Et maintenant, il y a des patients qui ne viennent pas spécifiquement pour un trouble de la sexualité, et au cours des séances ou de la discussion, on voit qu'il peut ressortir quelque chose. Et dans ces cas-là, si on a réussi à créer une relation de confiance avec le patient, il peut être finalement assez simple de l'aborder comme un autre symptôme, finalement. Pour ce sujet-là, les personnes viennent seules, accompagnées ou les deux? Qu'est-ce qui est le plus courant? Le plus courant, au départ, c'est seul. Et il ne faut jamais de toute façon obliger quelqu'un. Mais c'est beaucoup plus, la plupart du temps, c'est plus efficace si le partenaire est présent également. Alors les troubles de la sexualité, ils sont variés, hein. Si on a un trouble dans l'acceptation d'une préférence sexuelle, dans l'acceptation d'une homosexualité par exemple, ou dans l'acceptation de l'identité sexuelle, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'être deux, c'est avec soi-même. Maintenant, quand c'est un trouble plus spécifique au couple, qui va être un trouble de l'ordre de douleur, de l'ordre de l'érection ou de choses comme ça. Là, effectivement, le fait d'être à deux permet de rétablir une communication. Mais il faut toujours que les deux personnes impliquées soient d'accord pour commencer une thérapie en hypnose. Alors, l'hypnose ne vient pas immédiatement à l'esprit pour ce genre de trouble. Comment les personnes arrivent à faire la démarche hypnose et sexualité? Parfois, ça a été simplement parce que leur médecin leur a conseillé, un petit peu comme dans d'autres troubles, hein. Finalement, ils n'avaient pas forcément cette idée-là, mais le médecin leur a dit il n'y a pas de trouble physiologique, vous n'avez pas d'impossibilité, par exemple, à nouveau à avoir une érection, ou il n'y a aucune raison pour que ce trouble soit installé de manière physiologique. L'hypnose étant une thérapie brève, si le patient n'a pas envie de faire une psychothérapie, ou en complément, on peut lui proposer, et ça c'est souvent le médecin, le psychiatre, le psychologue qui peut proposer ce complément par l'hypnose auquel le patient va adhérer ou pas. Mais c'est vrai que c'est pas très souvent spontanément le patient qui se dit j'ai un trouble au niveau de ma sexualité, je vais aller faire de l'hypnose. En tant que thérapeute, est-ce que c'est pour vous un thème facile à aborder comme un autre problème? Oui, tout à fait. C'est devenu un thème facile à aborder parce que finalement, on se rend compte que plus ça va, plus on est dans un souci de communication et puis d'image de soi, de gestion de l'image de soi et de la confiance en soi. Et ça, on le retrouve dans énormément de thèmes qu'on traite avec l'hypnose. Est-ce que vous êtes amené à traiter des patients plus âgés parce que on parle maintenant de la sexualité des personnes âgées, voire très âgées. Est-ce que c'est des patients que vous avez régulièrement? Comment ça se passe? Pas régulièrement, mais c'est vrai que ça arrive. Pas régulièrement parce que justement les personnes âgées ont parfois cette pudeur de ne pas en parler. Et en plus, ce n'est pas la majorité des patients, les patients âgés, qui viennent en hypnose. Ils ont ce côté non mais j'y crois pas, non, enfin, ils ont peut-être moins la connaissance qu'on peut avoir actuellement de l'hypnose thérapeutique. Mais c'est vrai que ça arrive, et beaucoup plus souvent des femmes. Des femmes qui viennent et qui ont envie de continuer à avoir une vie sexuelle ou de trouver des pistes pour pouvoir dire à leurs compagnons que justement elles n'en ont plus envie, mais qu'il y a d'autres choses en dehors de l'acte sexuel tel qu'on l'entend, qu'il y a d'autres moyens d'avoir une vie sexuelle encore épanouie quand on est âgé. Alors, au niveau de l'enseignement, avec vos élèves, quand vous faites des sessions d'enseignement hypnose et sexualité, quelles sont les réactions de vos élèves? Est-ce qu'il y a, de leur part, il peut y avoir une gêne également? Alors, il peut y avoir une certaine gêne pour traiter tel ou tel type de problème de l'ordre de la sexualité, mais qui ne va pas être une gêne liée à la pudeur, hein, mais plutôt liée à notre profession de base, puisqu'on reste tout de même dans le cadre de nos compétences. Donc certains vont dire, moi je ne me sens pas du tout apte à accompagner quelqu'un dans une transformation
de la sexualité, par exemple, parce que voilà, je ne suis pas psychologue et donc je ne me sens pas apte à accompagner un patient comme ça. Mais sinon, non, ils sont plutôt, d'abord, ils sont venus, donc c'est qu'ils ont eu des demandes en général de la part de patients qui sont venus pour des demandes d'ordre sexuel auxquelles ils n'ont pas pu répondre parce qu'ils ne se sentaient pas suffisamment formés, suffisamment outillés, et donc ils viennent chercher des outils différents. Justement, quel type d'intervenants vous avez? Est-ce que vous pouvez me citer des métiers là? Alors, il y a des psychiatres, des infirmiers, des sophrologues, une sage-femme, par exemple. Pour revenir aux problèmes pour lesquels on vous consulte, est-ce qu'il y a il peut y avoir, sans entrer dans le détail, des déviances graves, et là vous vous sentez un petit peu démuni et vous orientez la personne vers quelqu'un d'autre ou vers autre chose? Alors, les déviances graves, probablement ça peut arriver, moi ça ne m'est jamais arrivé. À vrai dire, il y a eu. Les gens savent bien que je ne suis pas psychologue ou psychiatre, donc ils ne vont pas venir dans ce cas-là. Maintenant, c'est vrai qu'en discutant avec eux, on pourrait tout à fait, ça pourrait être tout à fait possible, se rendre compte d'une déviance. Et dans ces cas-là, évidemment, dès qu'on se sent incompétent, on adresse à quelqu'un qui a la compétence qu'il faut. Quand vous avez, pour des problèmes plus basiques, vous avez quelqu'un pour lesquels vous ne sentez pas de possible amélioration, qu'est-ce que vous faites? À un moment donné, vous dites non, l'hypnose ça ne marchera pas. Comment ça se passe? Ça, on le sait assez rapidement, en général, hein. Il faut vraiment deux, trois séances pour se rendre compte que le patient ne va pas adhérer. Parce que ce qui fonctionne vraiment bien, c'est l'auto-hypnose. C'est-à-dire que l'hypnose fonctionne si on s'en sert. Donc il n'y a pas que les séances d'hypnose qu'on va faire, mais toute l'auto-hypnose que le patient va pouvoir pratiquer entre chaque séance. Donc quand on sent que le patient vient avec une demande un peu de magie ou de choses très immédiates, ou dans lequel il pourrait être en pleine passivité, en disant voilà, on va agir sur moi et je n'ai rien à faire, là on le sent très vite. Alors effectivement, on adapte un petit peu notre langage, on explique comment ça se passe, comment ça fonctionne et comment il faut que ça se passe pour que ça fonctionne. Et on voit bien le patient qui revient la fois d'après en disant bah, écoutez, ça ne marche pas du tout, il n'y a pas de changement. Est-ce que vous avez pratiqué l'auto-hypnose? Non, pas du tout. Donc bon, voilà, je vous propose de pratiquer vraiment l'auto-hypnose. On va reprendre ensemble comment ça fonctionne, etc. Et puis on verra. Mais il y a des patients qui à un moment ont besoin d'être passifs, ont besoin qu'on fasse à leur place. Ça peut être un moment de vie ou ça peut être un tempérament, hein, et ça ne veut pas dire que c'est fixé dans le marbre et ils vont peut-être évoluer et revenir à un autre moment, mais ça se respecte complètement. Et dans ces cas-là, on leur dit, bah, voyez, l'hypnose, c'est vraiment une démarche qui est active, dans laquelle vous allez vous impliquer. Si à ce moment-là de votre vie, et sans aucun jugement, vous avez plutôt envie d'autre chose, voilà, il ne faut pas forcer les choses et il faut proposer du coup d'autres techniques. Justement, est-ce que les patients comprennent bien que c'est efficace vraiment sur le long terme, que l'hypnose, effectivement, ce n'est pas magique du jour au lendemain? Je pense qu'ils le comprennent assez vite quand ils se rendent compte. Quand ils se rendent compte que le lendemain, alors il peut y avoir des choses qui changent très très rapidement, mais pratiquer l'hypnose et l'auto-hypnose comme un art de vivre, et finalement ça c'est quelque chose auquel on entraîne les patients en leur disant cette approche-là que vous venez chercher ici, vous allez pouvoir l'utiliser dans une multitude d'autres situations de votre vie, au cours de votre vie. Il va y avoir des moments où vous allez avoir, même si vous venez ici pour un trouble de la sexualité, peut-être qu'à un moment de votre vie, vous allez avoir un stress particulier et ce sera bien de vous resservir de ce que vous avez appris à mettre en place ici. Alors justement, plus généralement, dans votre vie de tous les jours, est-ce que vous le pratiquez pour vous ou vous le pratiquez sans vous en apercevoir? Est-ce que ça, justement, vous en parlez avec les patients, plus généralement, sur le thème de la sexualité? Oui, alors, ouais, l'auto-hypnose, je pense que oui, je la pratique. Alors d'abord en tant que migraineuse, hein, du coup, ou ex-migraineuse maintenant, puisque du coup, je n'ai pratiquement plus de migraine et c'est vraiment avec l'auto-hypnose. J'ai l'impression que j'apprends à gérer. Et du coup, oui, sans m'en rendre compte, parce que moi j'aime bien expliquer l'auto-hypnose un peu comme justement les traitements médicamenteux contre la migraine, justement comme migraineuse, en traitement de fond et traitement de crise. C'est-à-dire qu'il y a l'auto-hypnose qu'on va pratiquer quand tout va bien,
où on est dans le bus, on est dans le train, on est dans les transports, peu importe, et on s'imagine comme ça dans un lieu agréable, dans un moment de détente, un moment paisible. Et puis le moment où on en a besoin, comme on s'y est entraîné même sans s'en rendre compte en traitement de fond, eh ben c'est disponible et on peut se servir immédiatement d'images, d'ancrage, de sensations qui nous font du bien et qui nous apaisent. Et ça, effectivement, c'est devenu un quotidien et qui n'est pas toujours de l'ordre du conscient.